Donc on vient de voir le théorème de la base extraite et on a le théorème complémentaire qui s'appelle le théorème de la base incomplète. Donc il faut ici supposer que l'espace est de dimension finie, car dans le cas précédent on partait déjà d'une famille génératrice finie, donc d'un espace de dimension finie, alors qu'ici on n'en fait pas l'hypothèse. Donc ici, si l'espace est de dimension finie, si on part d'une famille libre, alors l'idée c'est qu'on peut la compléter en une base, autrement dit, il existe une base qui est une surfamille de L, c'est-à-dire qui contient L. Alors de la même manière, on va le démontrer. Alors ici, la démonstration va être beaucoup plus simple en quelque sorte, parce qu'elle va simplement utiliser le théorème de la base extraite précédente. Donc on part du fait que E est de dimension finie. Alors, je vais peut-être donner des noms de géovecteurs, c'est-à-dire L c'est une famille libre. Alors je vais nommer U1 jusqu'à UP les vecteurs de cette famille. Et je vais dire donc E est de dimension finie. Donc, il existe, alors ce que je vais appeler G par exemple, G, une famille génératrice. Alors, je vais les appeler V1 jusqu'à Vn, une famille génératrice. Une famille génératrice. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste dire, alors, si je prends la famille L union G, c'est la famille donc U1 jusqu'à UP, et ensuite je mets V1 jusqu'à Vn. Ce que je sais, c'est que cette famille-là, eh ben, elle est simplement génératrice. Alors déjà, pourquoi elle est génératrice? Est génératrice. Alors j'ai oublié de préciser génératrice de E, parce qu'on génératrice de quelque chose. Par contre, libre, c'est une propriété intrinsèque à la famille, c'est-à-dire que ça ne dépend que de la famille, si elle est libre ou pas, ça ne dépend pas de l'espace ambiant. Par contre, générateur, ça engendre tout l'espace, donc c'est une propriété par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire c'est une propriété qu'il faut préciser de quoi. Donc ici, pourquoi c'est bien vrai? Parce que qu'est-ce qu'engendre F? Donc c'est une propriété que j'avais citée précédemment, c'est le vecte d'une union, simplement la somme des vectes. Donc c'est ce qu'engendre L plus ce qu'engendre G. Mais de toute façon, on ne sait pas ce qu'engendre L, mais on sait ce qu'engendre G. G engendre déjà l'espace tout entier. Donc de toute façon, si G engendre déjà E tout entier et que dans un vecte ici on a forcément au moins 0, c'est-à-dire qu'ici on a au moins 0 plus E, autrement dit, on a en fait E tout entier, et on ne peut pas avoir plus que E bien sûr, parce que c'est l'espace ambiant. Donc ici, quoi qu'il se passe plus E, ça fait E, autrement dit, E va en quelque sorte écraser tout le monde, vu qu'on a déjà tout le monde. Donc ça c'est le fait que F ce soit une famille génératrice, et à partir de cette famille génératrice, on peut utiliser le théorème de la base extraite, sur F. Donc plus que c'est une famille génératrice, on peut en extraire B, une base. Et donc si on se rappelle de la démonstration, et il faut se rappeler de la démonstration, c'est important, c'est un algorithme important, c'est que on avait au fur et à mesure les premières familles, c'était de savoir est-ce que on ajoutait ou pas le nouveau vecteur pour que la famille reste libre. Alors en fait ici ce qu'on aura simplement, c'est que B1 ça sera déjà 1, B2 ça sera U1, U2, parce qu'on prend au fur et à mesure les vecteurs, etc. jusqu'à BP équivaut U1 jusqu'à UP. Autrement dit, sur les premiers vecteurs, on n'a pas le choix, on est obligé de tous les prendre. Alors pourquoi on est obligé de tous les prendre? Justement, c'est une question de, comme la famille est libre, il faut absolument prendre tous les vecteurs. Autrement dit, à tous les rangs, on a
nécessairement, vu qu'on avait deux cas, on a UK plus 1 n'appartient pas au vecteur des précédents. Donc en fait, le début de l'algorithme est imposé. Autrement dit, BP vaut déjà L. Et ensuite, on continue et on sait que de toute façon, on va simplement ajouter des vecteurs jusqu'à obtenir ici la base à la fin. Et donc en fait, ça c'est forcément inclus dans la famille finale. Autrement dit, on aurait bien que la pème étape, c'est avant la fin. Donc on obtient la famille L. Et à la fin, on obtient notre base qui contient déjà tous les premiers vecteurs de la famille. C'est-à-dire, est-ce que U1 appartient au précédent? Non, on le met, etc. Jusqu'à UP appartient au précédent? Non, on le met. Et après, la question va se poser sur, par contre, les V1 jusqu'à Vn. Eux, on n'est pas obligé de les prendre, mais c'est eux qui vont permettre de compléter à l'aide de, inversement, le théorème de la base extraite à partir d'une famille trop grande. Alors, en fait, c'est donc cette propriété-là qu'il faut démontrer. C'est que à chaque étape, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que UK plus 1 n'appartient pas à vecteur de U1 jusqu'à UK. Alors ça, c'est entièrement fait dû à l'hypothèse du théorème, c'est-à-dire la famille est libre. Alors on va l'écrire. On va se rendre compte qu'en fait, c'est un argument qu'on a croisé donc, dans la démonstration précédente. Je peux écrire donc sinon, alors je peux écrire on a ce que j'essaie de démontrer, K plus 1 à chaque étape n'appartient pas, et donc ça impose les premières étapes de l'algorithme pour tout K entre 1 et P-1, alors c'est même 0 et P-1 ici pour avoir le premier. Donc à chaque étape, ça on a systématiquement ça, parce qu'inversement, par l'absurde, on aurait que UK plus 1 appartiendrait au vecteur, autrement dit, il s'écrirait comme étant une combinaison linéaire des précédents. Et donc ça, si j'écris, je passe tout le monde du même côté. Ça nous donne ça. Ça, dans le contexte des familles, on a appelé ça une relation qui relie les vecteurs. C'est une relation de liaison. Donc c'est une relation de liaison entre les vecteurs, et les scalaires sont non tous nuls, parce qu'en fait ici on a -1 qui est non nul. Donc finalement la famille dispose d'une relation de liaison, autrement dit la famille est liée, ce qui est absurde par hypothèse. Absurde car en fait L, qui est la famille des U1 jusqu'à UP, est libre. Voilà, et donc ça nous démontre le théorème de la base incomplète, c'est-à-dire on rajoute tous les vecteurs d'une famille génératrice, et ensuite on utilise le théorème de la base extraite. On est obligé d'extraire, on commence par extraire tous les vecteurs de L, autrement dit, on a tous les vecteurs de L, donc B ça va être simplement tous les vecteurs de L, on n'a pas le choix sur le début de l'algorithme, et ensuite on va rajouter certains vecteurs, donc que j'avais appelé V1 jusqu'à Vn, on va rajouter certains vecteurs de la famille génératrice jusqu'à obtenir une base de l'espace. Donc on va faire un exemple. Donc par exemple si on se passe dans le cadre géométrique où E égale R3, on peut considérer deux vecteurs U1 et U2
comme ceci, et on peut vous poser la question compléter en une base de R3. Alors déjà, il y a une première question cachée là-dedans, c'est est-ce que la famille U1, U2, si on veut la compléter, ça voudrait dire qu'elle est déjà libre. Alors dans le cadre de deux vecteurs, être libre, c'est simplement dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires, ce qui se voit bien en regardant la première coordonnée. Donc je vais simplement écrire ça, car non collinéaire. Donc déjà la famille est libre, donc par théorème, on sait qu'on peut la compléter en une base de l'espace. C'est d'après le théorème de la base incomplète. On peut la compléter. Donc maintenant la question c'est comment on fait. Donc on a dit, l'idée c'était d'introduire une famille génératrice. On sait qu'elle toute seule engendre et d'essayer de dire, bah, finalement on va dire, si on rajoute tous ces vecteurs là, ils vont suffire à avoir une famille génératrice, mais on en veut en enlever pour que ça soit également une base. Alors en général ce qu'on fait c'est on va utiliser cette famille là et on écrit E en général avec E1 étant le vecteur 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 et E3 égale 0, 0, 1. Autrement dit, la famille que j'introduis ici, c'est la base canonique, d'où l'intérêt en général d'avoir des bases canoniques, c'est vous avez déjà par défaut des familles qui sont déjà connues comme étant libres et génératrices. Donc ici en particulier, je me sers uniquement du fait qu'elle est génératrice. En fait, ce que je dis, c'est que la famille U1, U2, E1, E2, E3 est génératrice, et d'elle, je peux extraire une base R3, et donc parmi ces vecteurs là j'en ai 5 maintenant, j'en ai beaucoup trop. La question c'est comment je fais pour extraire une base. Donc l'algorithme consiste à dire je prends le premier, est-ce qu'il appartient au vecteur de ceux qui sont déjà engendrés, etc. Alors en fait ici on connaît déjà les deux premières étapes de l'algorithme, c'est-à-dire on est déjà U1 et U2, on est sûr qu'il faut les prendre. La question qui se pose c'est est-ce que E1 appartient ou n'appartient pas à vecteur de U1, U2. Alors justement la question c'est est-ce que ça appartient ou est-ce que ça n'appartient pas. Pour faire la première étape, c'est est-ce qu'on n'ajoute pas E1 dans la famille. Alors ici j'ai pris un exemple assez simple, donc E1 c'est 1, 0, 0. On peut remarquer que E1 c'est simplement U2 moins U1, autrement dit E1 c'est une combinaison linéaire entre U1 et U2, autrement dit E1 appartient. Donc vu que E1 appartient, il ne faut pas le prendre. Donc lui j'ai dit il faut le prendre, lui il faut le prendre parce que la famille est libre. Lui, il ne faut pas le prendre. Et ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que E2, faut le prendre? Ah oui, il faut le prendre. Parce qu'il n'appartient pas. Alors pourquoi il n'appartient pas? Il y a plusieurs façons de le démontrer. Soit on peut dire que la famille U1, U2, E2 finalement est libre. Ce qui va être équivalent au fur et à mesure. Cette famille-là complète, en fait, est libre. Alors pourquoi elle est libre? Parce qu'en fait, on voit que E2, ça correspond à rajouter la coordonnée qui est ici déjà nulle, c'est-à-dire les deux premiers ne sont non collinaires, et en fait le troisième est dans un plan différent, autrement dit, les trois vecteurs sont non coplanaires. Bon, ce serait l'argument abstrait, mais si on va être un peu plus concret, pourquoi on n'a que 2 n'appartient pas? Parce que sinon, le vecteur, celui-ci, serait égal à A fois U1 plus B fois U2, ce qui vaudrait donc, en regardant par rapport aux coordonnées des vecteurs que j'ai donnés tout en haut, ça ferait B0 A plus B, et donc bien sûr ici c'est absurde parce qu'on aurait 1 égale 0.
Donc finalement E2 ne peut pas être une combinaison linéaire des deux. Il n'y a pas de solution A et B qui marchera ici. Donc E2 n'appartient pas. Et donc ici, ce qu'on va dire, c'est que il ne reste plus qu'un seul vecteur à vérifier. Bien entendu, c'est E3. Alors par la suite, on verra des conditions de dimension qui disent, étant donné qu'on en a déjà 3, vu qu'on l'a adjoint, c'est bon, on a fini l'algorithme, c'est-à-dire R3 va de dimension 3, et donc si on en a 3, on les a tous. Mais ici, je suis obligé de faire l'algorithme complet, c'est-à-dire, lui, elle appartient bien à ma famille augmentée. Donc maintenant, j'ai aussi E2 dedans. Et pourquoi E3 appartient à celui-ci? Ça, c'est car, en fait, le vecteur E3 peut s'exprimer comme étant une combinaison linéaire. Alors, par rapport à mon énoncé, ça vaut directement le vecteur U1. Donc, c'est bien une combinaison linéaire des précédents. Et donc, ça veut dire on ne le prend pas. Donc là, je dis, j'ai pris U1, j'ai pris U2 parce que la famille était libre. Je ne prends pas E1 parce qu'il est dedans. Je prends U2 parce qu'il n'était pas dedans. Et je ne prends pas E3 parce qu'en fait, il est déjà engendré par les précédents. Et donc là, la conclusion ici, ce serait que ma base, c'est la famille U1, U2 et E2. Et donc c'est bien une surfamille qui commence par U1, U2. Et donc ça complète, comme le voulait l'énoncé, mes deux vecteurs en une base de R3. Donc on peut traiter également cet exemple dans le cadre des matrices carrées de 2 à coefficient réel. Donc si par exemple on prend la matrice A, 0, 1, moins 1, 0, on peut vous demander de compléter la famille I2 avec la matrice identité A en une base de M2 de R. Alors comment on fait ça? Donc de la même manière, la question sous-jacente c'est est-ce que I2A c'est bien une famille libre? Et là on prend deux scalaires. Et on essaie de savoir quand est-ce que ça vaut 0. Alors en fait, on peut regarder qu'est-ce que ça nous donne comme équation, c'est-à-dire lambda 1 porte sur la matrice identité, et lambda 2, ça fera ici moins lambda 2. Lambda 2, autrement dit, on voit bien que ça fait forcément lambda 1 égale lambda 2 égale 0. Donc la famille est libre. Voilà. Et donc on va essayer de la compléter, d'après le théorème de la base incomplète, en une base de l'espace complet, c'est-à-dire M2 de R. Alors pour ce faire, il nous faut une famille génératrice en général, donc on va prendre la base canonique et on va essayer de compléter. Alors la base canonique, ça serait 4 matrices. En général, on les appelle IJ, donc ça fait M11, M12, M21, M22. Je rappelle, ici très explicitement, M11, ça fait ça. M12 comme première ligne, deuxième colonne. M21 et M22. Donc ça c'est la base canonique. Et la question c'est quelles sont parmi ces matrices-là, en fait les matrices qu'on va adjoindre à I2 et A pour que ça devienne une famille libre génératrice, c'est-à-dire une base. Donc on va faire tour à tour les propriétés qui sont est-ce que M11 appartient ou n'appartient pas au vecteur des précédents, sachant qu'on part forcément donc avec I2A qui est déjà une famille libre. Donc est-ce que ça appartient ou n'appartient pas au vecteur des précédents? S'il appartient, on ne le rajoute pas. S'il n'appartient pas, on le rajoute. Donc ici, la question est posée, c'est est-ce que cette matrice-là, 1, 0, 0, 0, peut s'écrire comme étant justement lambda 1, lambda 2, moins lambda 2, lambda 1, il est n'importe quelle matrice du vecteur, c'est-à-dire combinaison linéaire de I1, de I2 et A. Donc ça c'est absurde, car on voit qu'il y a une équation qui serait lambda 1 égale 2, et lambda 1 égale 1, et lambda 1 égale 0. Donc on voit bien que c'est absurde.
Autrement dit, ça n'appartient pas. Et vu que ça n'appartient pas, ça veut dire qu'il faut l'ajouter. On l'ajoute. L'étape suivante, c'est donc est-ce que la matrice M de 1 appartient ou n'appartient pas à vect des précédents. Donc les précédents, c'est I2, A, et maintenant M11, étant donné qu'on a ajouté à l'étape d'avant M11. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que on peut maintenant écrire la matrice, la deuxième de la base canonique. Là, j'aurais pu réécrire que ça c'était la base canonique. C'est pour ça qu'on sait qu'elle est génératrice. Est-ce que celle-ci s'écrit comme étant donc, lambda 1 fois I2 plus lambda 2 fois A plus lambda 3 fois M11, c'est-à-dire combinaison linéaire des précédentes. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est absurde? Donc ici, de la même manière, on va juste avoir ça. Et donc ici, on récupère par exemple que lambda 2 égale 1 et moins lambda 2 égale 0. Ce qui est bien sûr absurde. Donc vu que c'est absurde, on voit que ça n'appartient pas. Donc on l'ajoute. Et on continue. Alors, on verra par la suite que donc M de 2R est de dimension 4. Et donc si on a déjà une famille de 4 vecteurs, on a forcément tout le monde. Autrement dit, ce qu'on va ici quand même démontrer à la main, c'est que ça y est, on a une base. Alors si on a une base, ça veut dire que les autres vecteurs sont forcément déjà engendrés. Donc là, la question ne se pose plus. Ça appartient, mais c'est une équation à résoudre. Il faut savoir comment la résoudre. Alors la question, c'est cette matrice-là, de ce fait, qui est M. Alors j'ai inversé une notation peut-être. Oui, donc là c'était M 1, 2. Ça c'est première ligne, deuxième colonne. Donc là j'en suis à M de 1 qui est la suivante. Et là c'est 1, 2. Donc est-ce que M 2, 1, qui est donc la troisième matrice de la base, est-ce qu'elle il faut la rajouter ou pas? Ici on va dire que non. Parce que si on a des coefficients, donc ça ferait lambda 1, identité. Alors je ne suis plus dans la page, désolé. C'est M de 1. Est-ce que ça appartient au vecteur des précédents? Donc M de 1, ça nous fait cette matrice-là. Est-ce que c'est combinaison linéaire des 4 précédentes? Alors ça, on peut l'expliciter, bien sûr. Et ça nous donne l'équation qui est donc le lambda 1 porte sur la matrice d'identité, c'est-à-dire ça. Le lambda 2 sur la matrice A, qui était celle-ci. Le lambda 3 portait sur la première matrice de la base canonique et le lambda 4 sur la deuxième de la base canonique, donc en cette position-là. Donc on obtient, est-ce que ça c'est possible égal à ça? Ça nous donne un petit système qu'on peut résoudre assez rapidement. Donc par exemple, ça fait lambda 1 égale 0. En plus, on a lambda 1 plus lambda 3 égale 0, donc c'est lambda 3 égale 0. J'ai lambda 2 égale à moins 1, et ici on obtient lambda 4. La somme des deux vaut 0, donc c'est lambda 4 égale à 1. Autrement dit, il existe bien une solution, donc on est combinaison linéaire d'ailleurs, de manière unique. Il existe une unique solution, ce qui vous dit que la famille a bien également une base. La décomposition est dans cette famille unique. Et de la même manière, M de 2, la question c'est est-ce que ça appartient ou n'appartient pas. Donc ici on va dire forcément que ça appartient. Et de la même manière, le système qu'on doit résoudre va être matriciel, c'est-à-dire est-ce que cette matrice-là, M de 2, peut s'écrire comme étant combinaison linéaire. Donc en fait, on obtient la même combinaison linéaire.
Et donc oui, ça peut s'écrire. Lambda 1, alors on va résoudre de la même manière, lambda 1 vaut nécessairement 1, lambda 2 vaut forcément 0, ensuite on réinjecte dans les premiers, ça fait lambda 1 et lambda 3, leur somme vaut 0, donc ça nous fait que lambda 3 vaut moins 1, et lambda 4 vaut 0, et donc ça nous montre qu'il existe bien une solution, autrement dit qu'on appartient et qu'on ne l'ajoute pas. Donc B égale la famille I2A M1 M12 est une base de M2 de R. Et si on veut rajouter une chose, par exemple cette dernière écriture, qu'est-ce que ça correspond? Ça correspond à dire que la matrice M22, en effet, c'est la matrice 0, 0, 0, 1. Autrement dit, c'est-à-dire que par rapport à la base canonique, c'est donc 0 fois la première, 0 fois la seconde, 0 fois la troisième, une fois la dernière. Donc M2, c'est elle-même finalement. Ça, c'est une écriture. Et ce qu'on vient d'écrire, c'est que ça valait la matrice I2, 0 fois la matrice A, et moins la matrice M11. Et donc ça veut dire que par rapport à notre base qu'on a appelée B, ça fait une fois le premier, 0 fois le second, moins une fois la troisième, et 0 fois le dernier. Alors bien sûr, vous voyez que ça ne veut rien dire dans l'absolu, c'est pas un vecteur de R puissance 4, autrement dit ce sont des coordonnées dans une base, et ici la base en question c'est la base B. Donc là on va avoir un problème assez courant qui est de dire les coordonnées dans une base ça peut être certaines coordonnées, et les coordonnées dans une autre base ça va être d'autres coordonnées. La question c'est comment on fait pour changer de base, comment on fait pour récupérer les coordonnées en fonction des coordonnées. Et donc on a plusieurs représentations d'un même vecteur, mais une fois que la base est fixée, on n'a qu'une unique famille de coordonnées.